Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de faire cette seconde partie des livres lus en 2025. J'ai décidé de faire comme la première fois, de scinder en plusieurs parties mes lectures. Donc on commencera avec ce que j'ai adoré, mes coups de cœur de cette deuxième partie, ce que j'ai bien aimé, qui sont des rencontres d'auteurs très inspirantes et très cool à vivre. Ensuite, ce que j'ai apprécié lire, mais ce n'était pas non plus des coups de cœur, et les livres que j'ai eu du mal à lire ou que j'ai complètement laissé tomber. On est sur un total de 18 livres pour cette deuxième partie. Je les ai quasiment tous, il y en a seulement deux que je n'ai pas en physique. Et au total, sur cette année, il me semble qu'on est aux alentours de 55 ou 56 livres. Je crois que c'est 56, hein. Je recalculerai avant la fin de la vidéo et je vous le dirai. Je suis du même avis que ces bookstagrammeuses ou booktubeuses ou booktokeuses qui disent que lire ce n'est pas une course, ce n'est pas un concours, qu'il faut lire par plaisir. Et je resterai sur cette vibe en 2026. Il est hors de question que je me force à lire. Et il est hors de question que je veuille faire plaisir également à des maisons d'édition, à des auteurs, en leur disant que leur livre était génial si de moi-même je n'ai pas aimé ou que je me suis forcée à lire leur histoire. Donc il est clair que l'on va être sur une édition d'honnêteté, hein, pour cette fois ou pour les fois d'après. On part tout de suite avec la première pile de ce que j'ai adoré, mes coups de cœur de 2025 en deuxième partie. Je vous mets la vidéo en description directement, comme ça vous pourrez cliquer juste après dessus. On va commencer avec la découverte de ce livre, pas de l'auteur parce que je le connais d'avant, avec La Traversée des Temps, mais ça a été un coup de cœur immédiat. On me l'a conseillé, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est La Nuit de Feu d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est un court roman, il me semble qu'il fait 120 pages, quelque chose comme ça, pas du tout, 186 pages, mais il se lit tellement rapidement. L'auteur, il a 28 ans dans ce livre et il va entreprendre une randonnée dans le Grand Sud algérien. C'est une écriture qui est très philosophique, qui est très spirituelle. En fait, il parle de sa première rencontre avec Dieu, en l'occurrence, ce qui lui a permis de croire en tout cas en quelque chose de divin. Il n'y a pas de science, hein, dans ce livre. En effet, c'est vraiment que du ressenti, c'est vraiment que de l'histoire de vie. Mais en l'occurrence, c'est avec ces paroles de philosophe qu'il arrive à quand même donner quelques réponses, du moins aux gens qui se questionnent ou qui ne savent pas dans quelle tranche ils sont entre les athées, entre les croyants, entre ceux qui ne croient pas du tout, mais qui ont des doutes. J'ai trouvé le récit très inspirant. Grâce au prix des lectrices, j'ai découvert Vera Buck, son deuxième roman, La cabane dans les arbres. Ici, on parle donc d'un thriller qui se passe dans les pays du Nord. Bon, ça se passe en Suède. Alors moi, tout ce qui est mini-série qui se passe dans les pays scandinaves, j'en suis folle en fait. C'est un couple, ils partent en vacances en Suède avec Finn, leur fils, et ils vont retourner dans la maison du grand-père d'Henrik, le père. C'est un roman un peu choral où elle passe d'un cerveau à l'autre, hein, clairement, d'un personnage à l'autre. Et donc tous les points de vue rassemblés font qu'elle arrive à construire une ambiance très particulière dans laquelle on est vraiment happé. Et l'histoire en elle-même, elle peut un petit peu rebuter parce qu'on y parle d'enfants, on parle de disparition, on parle de mort et on parle même de choses un petit peu glauques parce qu'on parle de décomposition, on parle de choses voilà assez trash. Mais c'est tellement bien construit, je vous assure, tous les personnages sont très très bien construits et le dénouement final est incroyable. Donc vraiment, si vous voulez un bon thriller pour cette année, mais allez-y 100 fois, Vera Buck, La cabane dans les arbres. Vraiment, c'était une pépite. Ensuite, j'ai lu le fameux John Boyne, Les éléments. C'est grâce au Grand Prix des lectrices que j'ai découvert John Boyne également. Donc en effet, il y a eu un drama pendant la parution de ce livre et pendant les premières lectures, puisqu'il est vraiment sorti en 2025 pour le coup. A priori, il y a eu des petits propos de John Boyne qui n'ont pas du tout plu à la commune et je comprends. Ça reprend 4 parties, donc les 4 éléments. Et les 4 éléments sont représentés par des récits de vie qui s'entremêlent et qui ont tous un lien. Et la construction du roman fait que ce livre, c'est une forteresse, hein. C'est abordable en termes de lecture, mais c'est une construction, c'est de la prose, quoi. Il y a de la poésie, il y a de la construction littéraire, il y a des références, c'est un récit de vie qui est fort.
Donc voilà, si vous avez envie de découvrir John Boyne avec les éléments, allez-y. Mon dernier coup de cœur, mais c'est le plus gros coup de cœur de mon année 2025. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour passer à côté. Je me suis acheté la trilogie avec le dernier Holy Blue. The South Girl, Taya Estrella, Plume du Web. C'est tout ce que je voulais découvrir. On est dans la vie d'Elvira qui va devoir se sortir de sa vie, clairement, et qui va débarquer dans une université prestigieuse, mais cette place, elle se l'est faite en passant un accord avec une avocate de renom qui cherche à retrouver en fait un agresseur et qui va mettre Elvira sur le dossier et qui va lui permettre de rentrer dans cette université où Elvira va rencontrer un groupe de personnes qui vont être influentes, qui vont graviter autour d'elle et qui vont avoir une place hyper importante dans sa vie. Et dans ce groupe de personnes, il y a potentiellement l'agresseur recherché. Donc on est sur à la fois du détective privé, on est à la fois sur de la dark academia et sur de la dark romance, parce que forcément il y a un peu un enemies to lover, même plusieurs enemies to lover qui se glissent dans le livre. Honnêtement, j'adore. Il y a une playlist de lecture dedans, et je vous dis même pas en fait. Il y a Mia Bad Girls, je pense que tu as compris. On passe dans la catégorie de j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est des belles découvertes. J'ai beaucoup à noter aussi. Grâce au Grand Prix des lectrices, j'ai découvert Paul Gasnier, La Collision, qui parle ici d'une non-fiction tragique, mais tellement bien écrite. Je crois que personne ne peut s'asseoir à la table de Paul Gasnier et lui dire « je suis plus sage que toi ». Une sagesse dans ce livre, je vous la fais courte. À Lyon, sa mère, un jour, traverse une rue, d'accord, et se fait percuter par un motard qui fait du rodéo urbain. Ok, c'est bon, le cadre posé, c'est une histoire vraie. Lui, il va chercher à comprendre comment on en arrive à faire du rodéo urbain et comment l'auteur de l'acte en est arrivé à ce stade. Il a essayé d'aller à la rencontre de l'auteur des faits, il a essayé de comprendre son parcours de vie, il met à bas le racisme dans absolument toutes les pages de ce livre, il laisse le racisme aux portes de l'enfer. Il n'est pas là pour faire de stigmates, il n'est pas là pour créer des amalgames de toutes parts. Il veut stopper tout ça et dire que avant même d'avoir telles origines, on est d'abord une histoire de vie. En fait, on est d'abord des individus ayant vécu des traumatismes ou pas, des vies compliquées ou pas, et que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes maintenant. Et c'est pas le fait d'appartenir à telle religion, le fait d'avoir telles origines, le fait d'avoir tel nom de famille. Je suis juste admirative de la force mentale de Paul Gasnier. J'ai lu mon premier Annie Ernaux, La Place, donc qui parle de la place du père dans la famille, en l'occurrence la place du père d'Annie Ernaux dans sa vie à elle. Et je m'y suis retrouvée pas mal de fois. C'est aussi c'est un livre qui m'a parlé en fait. Et c'est surtout un livre qui est très très beau. L'homme actif ne perd pas une minute et à la fin de la journée, il se trouve que chaque heure lui a apporté quelque chose. Le négligent, au contraire, remet toujours la peine à un autre moment. Il s'endort et s'oublie partout, aussi bien au lit qu'à la table et à la conservation. Le jour arrive à sa fin, il n'a rien fait. Les mois et les années s'écoulent, la vieillesse vient, il en est encore au même point. Et en plus, il te fait réfléchir sur comment tu dois mener ta vie et elle tire des expériences humaines, de ce qu'elle a vu, vécu, entendu, et elle nous les balance en pleine face en mode tiens, prends ça et fais-en quelque chose, tu vois. J'ai lu Baignade d'André Michaud aux éditions Rivage Noir. Alors là, c'est pareil, on est sur un thriller, mais avec une construction. On est dans un camping où Max et Laurence arrivent en van avec Charlie, leur petite fille, et ils vont vouloir se baigner. Ils mettent Charlie, qui est une petite fille, je crois qu'elle est âgée de 4 ans, pas plus. On la met nue pour qu'elle se baigne dans le lac que vous voyez juste ici. Et en fait, il va y avoir le patron du camping qui va débarquer et qui va dire aux parents pas de nudité dans mon camping, vous sortez votre fille de là, etc. Il va être dans un état de nerfs assez fou. Il va y avoir clairement une embrouille entre les gens du camping, le patron et les nouveaux arrivants, Max, Laurence et Charlie.
De ce fait, il dit à sa femme, on se barre de là, ils sont trop chelous, ils prennent leur van, ils prennent la route de nuit et ils vont s'embourber dans un chemin. Où Max il sort du van pour essayer de désembourber les roues et il disparaît. Laurence, elle ne voit plus Max, elle est seule avec sa petite et là, elle va être face à la forêt noire que vous voyez derrière là, et aux prédateurs qui rôdent, humains et animaux. Il y a un plot twist incroyable, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors ça, c'est ma petite découverte. Le siège des exilés, c'est le tome 1 sur 2 d'Akanto Rikai aux éditions Akata. C'est une dystopie. S'il vous plaît, regardez. J'adore. Et on va suivre le quotidien d'un groupe dans lequel se cache Sanada, qui a un secret. Et on va voir comment les personnages évoluent autour de Sanada. Est-ce que son secret, en fait, qui commence à être un petit peu dévoilé, comment son secret va chambouler la vie des gens présents. Enfin, en fait, je peux pas vous spoiler, mais si vous voulez lire un manga qui se lit très rapidement, je l'ai lu en une journée, qui baigne dans une société matriarcale où les hommes sont réduits à un système de reproduction unique et qui donc pour la plupart doivent se cacher pour survivre, allez-y. J'ai découvert Odur Ava Olafdottir avec DJ Bambi aux éditions Zulma. Donc on est sur une fiction qui met en avant Logne, donc qui est à la base un homme, qui a été père, qui a été grand-père et qui a toujours voulu devenir femme. Elle a eu une vie de folie, elle a été DJ, elle a donné naissance à son fils du coup en tant que père à l'époque, elle a été mariée, elle a un frère jumeau et elle va devenir femme. Elle va réussir à devenir femme et on suit son parcours. C'est un roman qui parle de la transidentité et de la place, la légitimité à devenir quelqu'un d'autre, à des années de questionnement. C'est une très très belle écriture. C'est une bonne traduction en plus, donc je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé le découvrir. Ensuite, qui m'a été gentiment envoyé par Alice Henschel, Iris et Octave ou les mésaventures de deux jeunes amants qui se croyaient cosmiques. Alors déjà quand tu lis le titre, tu as compris que tu t'adressais à une poétesse. Déjà la beauté aux éditions Belfond. Iris et Octave, en fait, c'est une histoire d'amour entre deux personnages qui ont tous les deux des vices, qui ont tous les deux des traumas, qui ont tous les deux des passions. Et Alice Henschel, elle décortique l'humain, en fait, dans ses plus profondes entrailles, aspirations, pensées. Et elle le fait d'une façon... Déjà, moi, je décortique son blog littéraire, enfin littéraire non, mais son blog en tout cas, là où elle écrit ses pensées, là où elle écrit ses conclusions, ses poèmes parfois. Elle est passionnante. Donc on suit la vie d'Iris et Octave qui vont venir faire une espèce de retraite dans la maison de la grand-mère d'Iris, dans un village qui est rural, avec des gens qui ne voient quasiment personne à l'année, ou du moins qui se nourrissent des moins petits croustilles qui passent dans le village. On apprend à connaître des personnages dans leur plus profonde intimité, dans leur plus profonde pensée, c'est ce que je vous expliquais. Donc on est sur du détail, en fait, constant. Donc c'est une lecture qu'il faut apprivoiser, qu'il faut... Moi j'ai aimé la lire, mais je pense qu'elle ne sera peut-être pas pour tout le monde dans le sens où il faut vraiment avoir envie de lire une histoire d'amour puissante, avec beaucoup beaucoup de détails. Après une longue rupture, Iris et Octave décident d'accorder une dernière chance à leur amour et c'est dans un petit village des Ardennes belges qu'ils trouvent refuge, le temps de sceller leurs promesses réciproques. Pour combien de temps, ils l'ignorent eux-mêmes. Ainsi perdus entre champs et forêts et entre meuses et falaises, Iris et Octave se promènent, font les courses, cherchent l'inspiration, ratent le bus, discutent, boivent de déraison, lisent, font l'amour et pleurent abondamment. Mais toute escapade, si champêtre qu'elle soit, n'empêche pas le monde extérieur d'exister, ce que nos deux amants apprendront à leurs dépens. Ensuite, tant que j'y suis, je vous parle d'un livre qui me passionne en ce moment et que je suis en train de lire parce que je vais le caler dans cette catégorie parce que je pense le finir avant fin décembre. Où les étoiles tombent de Cédric Sapin-Dufour, qui est l'auteur de Son odeur après la pluie, le fameux best-seller. Ici, il parle de sa femme, c'est une non-fiction. En fait, ils sont amateurs de parapente, de randonnée, de montagne, ils font beaucoup, beaucoup d'excursions. Sa femme va avoir un accident tragique
elle va chuter. S'ensuivent donc des étapes et des étapes de résilience, de deuil, de reconstruction après cette chute. L'amour que cet homme porte à sa femme et la poésie avec laquelle il parle des choses de la vie et de sa femme, mais en fait c'est d'une beauté. J'ai encore lu Son odeur après la pluie, ça viendra juste après ça. Mais alors vraiment, si vous êtes amateur de poésie, si vous êtes amateur de bonnes paroles, et si vous êtes amateur d'amour pur et sincère, mais vraiment foncez. Vraiment foncez, parce qu'il parle autant de la nature avec poésie que de sa femme, que des gens qui gravitent autour d'eux et qui les aiment et qui les aident, que de la vie en général. Bref, dinguerie. Je me suis fait des petits mémos pour les livres que j'ai pas en réel. Alors j'ai lu D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont. On est sur la catégorie des livres que j'ai lus. J'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Voilà, je les ai lus, j'y reviendrai pas. Voilà. C'est quasiment le seul livre que j'ai lu l'été. Et ça passait très bien parce que c'était un livre dans un camping. Voilà, c'était un roman très léger sur, vous mettez 5 personnes dans un camping, chacun arrive avec son histoire de vie, et ils vont tous avoir quelque chose à faire l'un pour l'autre dans le camping. Voilà, c'était ça le D'ici la porte bien de Karen Pont. C'était très frais, très ensoleillé, j'ai bien aimé. C'est un roman assez feel good. Donc voilà, si vous voulez du feel good, vous pouvez le noter, il passe bien. J'ai lu Clamsy à Tatooine de Raphaël Quenard. Alors j'ai découvert l'auteur, il écrit comme il parle, en fait, j'ai bien aimé, parce que j'aime bien le personnage en général, ça va. C'est pas non plus, je suis pas fan de Raphaël Quenard. En tant qu'écrivain, écoutez, il a une façon de formuler qui est bien à lui, donc en fait il a son identité, ce qui est difficile en tant qu'écrivain de se démarquer avec une identité bien à soi. Donc je trouve que Clemson Tatooine le représente extrêmement bien. Le personnage en fait a soif de sang dans son livre et va enchaîner les meurtres. Et sur un personnage habité par des pulsions qui représente très très bien. Les éditions Flammarion, on a La Maison des Rêves de Nora Hamadi. Elle parle d'une génération entière qui a été bien accueillie ou pas par les services publics, qui a été aidée par un bon nombre d'associations à l'époque. Donc moi j'ai 26 ans et j'ai connu ces associations, donc je sais de quoi elles parlent, je comprends exactement ce qu'elle veut dire et comment ça s'est dégradé depuis. Et c'est tout ce qui est représenté dans le livre. Donc elle y parle aussi beaucoup de racisme, elle y parle aussi beaucoup de ce que les services publics ont fait de mal aussi, mais ce qu'il y avait de bien. Et ce qui a complètement disparu et ce qui laisse des générations actuelles complètement livrées à elles-mêmes et complètement dépassées en fait. Parce que ces associations d'époque, elles permettaient aux jeunes de s'occuper et d'avoir une place et d'être considérés. J'aimerais qu'il y ait des solutions pour l'une qu'elle souligne. Vraiment très 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 inspirant. On a La Déroute d'Emma Paty, qui est une fiction et qui est en fait l'histoire d'une femme enceinte, Annie. C'est une femme qui va essayer de survivre lors d'un tremblement de terre, sauf qu'elle est enceinte de 9 mois. Et il va falloir qu'elle traverse la ville entière pour essayer de retrouver son conjoint. Et il va y avoir un dénouement, alors qui n'apparaît pas dans mes livres trop bien, trop contente, parce qu'en fait je trouve que l'autrice, elle a été très très vite au plot twist. On dirait qu'Emma Paty en avait marre d'écrire à un moment. Elle s'est dit, bon allez c'est bon, on va faire ça. Sauf qu'en fait sur, allez, 7 pages, j'en suis remerciement sans faire exprès. 7 pages, on va être sur le parcours du combattant d'Annie pour réussir à atteindre un objectif dans une seule et même journée. Et dans 2 dernières pages, il va y avoir le dénouement final qu'on a attendu tout le long de ça. C'est un peu beaucoup. C'est un peu tranchant. J'ai lu 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi, qui est un premier roman de l'auteur. C'est aux éditions Philippe Ray. On suit l'histoire de Amani et Eddie, qui sont en couple, qui ont un fils qui est Salman. Salman, il a la trentaine. Il traîne dans son quartier et il passe sa vie sur des parkings à fumer, à boire avec des gars de son âge ou pas, qui sont dans la même spirale infernale que lui. Et en fait, ses parents, ils veulent qu'il s'en sorte. Et un soir, ils vont découvrir que Amani, la mère de la famille, va disparaître. Et donc, ils vont mener une enquête, Salman et Eddie, le père et le fils,
pour la retrouver, comprendre ce qui se passe. Donc c'est une histoire de famille, c'est une histoire de génération, une histoire d'héritage aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais je trouve que pour un premier roman, c'est une belle histoire. J'ai lu L'adieu au visage de David de Neuf-Germain aux éditions Marchiali, ou Marchiali, je crois que ça se dit Marchiali plutôt. Une histoire vraie. David de Neuf-Germain, c'est un psychologue psychiatre, pardon monsieur. C'est un psychiatre qui a exercé en prison et en hôpital psychiatrique et qui va se porter volontaire pendant la période du Covid pour soulager les soignants en service hospitalier. Et qui va donc faire part de son ressenti en tant que père de famille, en tant qu'aidant du coup, et en tant que psychiatre. Lui, il a un double job, on va dire ça comme ça, parce que en plus de faire son taf de psychiatre, il va à la rencontre des SDF dans la rue. Il va voir une différence, que ce soit dans le milieu hospitalier, où il va découvrir des choses qui vont être extrêmement bien retranscrites dans le livre, et assez tranchantes, assez dures à lire. Il va aussi avoir cette vision dans sa famille, puisqu'il est parent et de 2 enfants, il a sa femme, et il va voir que ce confinement va créer aussi des tensions dans les familles, et il va aussi voir la complexité de faire son deuil en tant que famille quand un proche est mort pendant la période Covid, l'isolement encore plus exacerbé dans les rues, avec les sans domicile fixe qui sont déjà très seuls. Cette revue touche à sa fin, j'espère qu'il n'est pas trop long pour vous et que vous passez un bon moment. Avec ces 2 derniers livres qui sont les livres que j'ai eu du mal à lire, qui ont été soit compliqués à lire, soit qui m'ont pas forcément plu, mais en l'occurrence, c'est pas qu'ils ne m'ont pas plu, c'est plutôt qu'ils ont été compliqués à lire puisque ce n'est pas un style dans lequel j'ai l'habitude de me jeter. L'affaire Balzac d'Hervé Joubert, qui est un thriller. On va suivre en fait toute une espèce de plaidoirie pour défendre l'oncle de Balzac. Hervé Joubert fait toute une enquête. En fait, il va falloir élucider qui a tué qui. Vous voyez, il y a un petit schéma parce que du coup, ça se passe dans une forêt. Mais j'ai pas trop aimé l'histoire et j'ai pas trop aimé l'écriture. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu freiné. Mais en soi, si vous voulez quelque chose qui sort du commun pour lire un thriller et une enquête policière, entre guillemets, allez-y. Voilà. C'est aux éditions La Manufacture de Livres. J'ai lu et j'ai découvert Claire Messud avec L'étrange tumulte de nos vies. Alors, c'est un récit familial en fait. Il y a beaucoup de détails. C'est un livre qui est très dense. Il fait 520 pages. C'est aux éditions Christian Bourgeois. Et c'est dense, quoi. Hein, ça suit une généalogie. Ça commence en juin 1940. Paris tombe aux mains des Allemands. Gaston Cassard décide de rester à son poste d'attaché naval à Salonique et de renvoyer sa femme Lucienne et leurs enfants, François et Suzanne, en Algérie pour les mettre à l'abri. Ça couvre 7 décennies dans 4 continents. Donc c'est rude, c'est très mastoc. C'est une belle histoire, je pense, que ça irait à des gens qui ont envie de lire juste des récits de vie, un peu un roman historique, puisque ça traite de plusieurs décennies, donc plusieurs évolutions, que ce soit sociales, que ce soit politiques, etc. Et moi, c'est simplement que j'ai pas eu la patience du détail. Je le lisais pas forcément par plaisir. Et c'est aussi pour ça que je souligne l'importance de lire avec plaisir. Moi, je l'ai lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices, donc je ne l'ai pas acheté de moi-même. Je suis reconnaissante encore une fois de recevoir des livres, mais vous avez le droit de ne pas les aimer ou d'avoir du mal à les lire. Voilà, c'était une bonne année, hein, donc on est bien à 56 livres pour moi cette année. J'espère que 2026 sera aussi riche en découvertes. Je continue mon aventure sur YouTube en 2026, qui j'espère elle aussi sera assez riche de découvertes et riche de partage et de rencontres, puisque depuis le début, du coup, je fais des rencontres assez extraordinaires avec des gens très attentifs à ce que je raconte, très précieux pour moi, puisqu'en fait, ils ont des retours qui soient négatifs, positifs. Dans tous les cas, ils ont tous été constructifs jusqu'à présent. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais d'énormes